Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque française. Merci d'être là dans le cadre de cette rétrospective consacrée à Claude Miller et qui durera jusqu'au 9 février prochain. Nous avons la chance pour cette rétrospective d'avoir énormément de collaborateurs et proches de Claude Miller à nos côtés pour vous parler des films, pour vous raconter des histoires et des anecdotes de tournage, mais aussi pour vous parler de Claude Miller lui-même. Ce soir, pour Betty Fischer, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Annie Miller, qu'on ne présente plus, et Olivier Curchot, notre expert en Claude Miller. Alors, Betty Fischer, un film du nouveau millénaire, donc les années 2000. Ici, Claude Miller adapte un roman de Ruth Rendell, Un enfant pour un autre, et il transpose le milieu de la banlieue londonienne à celui de la banlieue française, à des histoires plus françaises. Il explore une nouvelle fois des rapports de famille compliqués, des rapports sociaux compliqués. Et donc, pour commencer, j'aurais voulu, Olivier, si vous pouviez recontextualiser un petit peu ce film, où est-ce qu'il arrive dans la carrière de Claude Miller ? Merci, bonsoir à tous. D'abord, c'est la dernière fois qu'il fait un polar. Le premier polar, c'était Titi que je l'aime, Portée randonnée, etc. C'est la dernière fois qu'il adapte un roman policier, Ruth Rendell, en effet, grande romancière anglaise, qu'il découvre grâce à La cérémonie de Chabrol, en 95, adapté d'un autre roman de Rendell. Et à partir de ce moment-là, il a cette idée-là. En 95, il sort du Sourire, il n'a pas encore fait La classe de neige, il n'a pas encore fait La chambre des magiciennes, que nous avons vu avant-hier. Donc il fait La classe de neige, il fait La chambre des magiciennes, et puis comme c'est tout de même un projet assez lourd, il y a la question de la production. Pour La chambre des magiciennes, il y avait Arte, il y avait Annie Miller, La Boissière, mais là peut-être que La Boissière c'est peut-être un projet pour que La Boissière soit seul producteur, et à ce moment-là je passe la parole à Annie, puisque c'est là qu'il y a une coproduction. Oui, c'est ça. Bonjour. Yves Marmion chez UGC avait envie de faire un film depuis très longtemps avec Claude. Et puis c'était l'occasion de le faire justement. Donc j'ai rencontré UGC et Yves a été partant tout de suite. Voilà. Quoi dire d'autre sur le film, sur ce film? C'est vrai que moi j'étais très contente et très flattée même d'être en coproduction à 50-50 avec UGC, et puis c'était relaxant parce que je n'avais rien à faire en fait. C'est Yves Marmion qui faisait tout le financement. Ce qui m'intéressait là beaucoup, c'était de gérer l'argent et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la production exécutive et j'ai fait une grosse bourde à la fin parce que j'ai dit que j'avais économisé de l'argent avec un grand groupe. Il ne faut jamais faire ça. Donc je n'ai pas gardé l'argent, je l'aurais rendu. Voilà, et le film à ce jour, le film n'est soi-disant toujours pas amorti. Mais bon, le film existe et c'est possible. Parce qu'il me semble que c'est une coproduction québécoise. Ah oui, alors il y avait eu les accords du CNC avec le Canada et c'était très agréable d'aller là-bas, d'avoir des techniciens canadiens, et Claude est allé faire le mixage là-bas. Et puis pour le prochain film, j'ai continué, là j'étais seule pour la télé, j'étais seule à la production et on a fait tout le montage et tout le mixage là-bas à Montréal. Et c'est vrai que c'est très 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 agréable de tourner là-bas, et Claude a continué sur plusieurs films. Jusqu'à réaliser son avant-dernier film et carrément tourné au Canada, littéralement. Pas simplement la post-production, mais la totalité. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, Véronique Lange, la monteuse du film, devait être avec nous ce soir, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, elle ne peut pas être là, bien sûr. Elle s'excuse auprès de vous. Mais du coup, je vais en profiter pour interroger Olivier sur le montage du film, puisqu'on se le disait tout à l'heure, c'est un film qui est véritablement une construction des espaces et des récits. Donc, comment cela se passe au niveau du montage d'un tel film ? Alors d'abord, effectivement, vous imaginez que je sois Véronique Lange, que j'ai évidemment beaucoup rencontré. Véronique Lange, Claude l'a rencontrée pour le film précédent, pour La chambre des magiciennes, parce que c'était un film en numérique, en petite caméra DV, montage numérique. Or, Véronique était déjà spécialisée dans le montage numérique pour des documentaires. Et par ailleurs, ce qui ne gâte rien, elle venait d'obtenir le César du meilleur montage pour Taxi. Donc elle monte dans La chambre des magiciennes, un montage tout à fait étonnant.
Et ils se sont très très bien entendus. À partir de là, Claude l'a reconduit sur Betty Fischer, et jusqu'à la fin, c'est la monteuse de Claude Miller jusqu'à Thérèse Desqueyroux. Ils se vouvoyaient, ce qui dans ce métier n'est pas si fréquent que cela. Alors ensuite, c'est vrai que le montage joue un rôle particulier dans Betty Fischer, sans trop dévoiler. Betty Fischer et autres histoires, hein, c'est le titre intégral. Donc il y a 3 histoires principales, centrées autour de 3 personnages principaux. Un couple mère-fille qui est interprété par Kiberlin Garcia, une autre histoire qui est interprétée par Mathilde Seigné et d'autres, et une 3e histoire qui est interprétée par Édouard Bourdelle. Et tout ça, ça va se mêler. C'est d'ailleurs le moment où, dans le cinéma de Miller, et il reproduira l'expérience à d'autres reprises dans des films qui vont être encore projetés. Je pense à Un secret, je pense à Je suis heureux que ma mère soit vivante, et je pense à Voyez comme il danse. C'est un moment où Claude est fasciné par les labyrinthes de montage, aussi bien parce que ce sont les premiers films de Iñárritu. Il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup le film d'Altman, Shortcuts, qui était un méli-mélo d'histoires mélangées. Et puis ça lui rappelait des souvenirs aussi d'un cinéma du temps où il était môme, des effets de montage dans les grands films soviétiques qu'il voyait du temps où il habitait Montreuil et il allait à des cinémas de patronage, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a aussi bien au niveau du sujet, parce que c'est déjà dans le roman il y a déjà plusieurs histoires entremêlées. Donc, comme toujours, hein, on présente les histoires, puis il y a un moment donné où elles vont s'entremêler. Et puis, au niveau du montage, ça devient passionnant, parce que comment on passe de l'un à l'autre, hein, les effets de passerelle, ce genre de choses. Et L'Ange, donc, c'était son 2e travail, et j'imagine que c'est pas toujours facile de dire au cinéaste, ça, il faudrait couper, parce que le monteur, c'est notamment celui qui dit, ça, c'est trop long, etc. Et donc, il y a certaines scènes, je ne peux pas vous en parler auparavant, mais il y a certaines scènes qui étaient interminables, qui n'en finissaient plus. Je cite Véronique, elle dit, tel passage, ça n'en finissait pas. Et puis, j'ai monté, sans dire à Claude, je lui ai montré, mais elle dit, je ne sais pas ce que vous avez enlevé, donc c'est très bien. Et donc ça s'est raccourci. Donc c'est vraiment cette vraiment une très belle collaboration. Il y a eu 2 grandes collaborations magnifiques, Miller, monteur, Georges Janson dans les années 80, et puis L'Ange dans les années 2000. Voilà pour le montage. Et pour le montage aussi, je voulais dire, c'est vrai que dans Betty Fischer, il a souvent fait, et je ne sais pas, pas dans La Petite Ligne, mais dans Betty Fischer, beaucoup d'allers-retours, de montage parallèle. Et à un moment, il en a eu marre. Et dans les films qui ont suivi, il a stoppé ça. Et le tout dernier, sans anticiper sur Thérèse Desqueyroux, c'est un roman écrit en flashback en tout le temps, et Thérèse Desqueyroux, le film, c'est linéaire. À propos du montage et des histoires entremêlées, il y a comme une anecdote, là encore j'essaie de déflorer le moins possible, mais il a tourné d'abord une histoire pendant plusieurs semaines, ensuite il a tourné une autre histoire pendant plusieurs semaines, et ensuite une 3e histoire. Ce qui fait que, me disait-il, les comédiens ne se sont pas forcément rencontrés, d'une part, ce qui facilitait le plan de travail, et deuxièmement, il me dit, j'ai presque eu l'impression de tourner plusieurs films en un seul, et comme j'ai d'abord tourné ce qui avait de plus sombre, quand ensuite j'ai tourné ce qui était tout de même plus gai, parce que vous allez voir, là encore, c'est une comédie catastrophique, hein, c'est un polar, c'est drôle, c'est tendre, etc. Il me dit, comme j'ai tourné dans un sens où c'était de plus en plus heureux, plus on avançait dans le tournage, plus on se sentait détendu. Écoutez, merci à vous deux. Qui voit le film pour la première fois Et c'est un film qu'on voit pas souvent. Moi, je vais vous dire, j'ai pas vu sur grand écran depuis la sortie, donc depuis 20 ans. J'ai vu évidemment plein de fois, mais sur grand écran, c'est rarissime. Donc, tant mieux qu'on le voit sur grand écran. Bonne projection, et puis à tout à l'heure pour La Petite Ligne. Merci beaucoup.